Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça. On est très content de ressortir les battes cloutées, les points américains, les chaînes, tout à peu près à destination du corps arbitral, forcément de la Ligue, de la LFP. On avait perdu cette habitude-là de se faire empapaouter avec le sourire, mais écoutez, on va la reprendre. Visiblement, on va forcément parler de ça, parler des 4 situations litigieuses, pour ne pas employer un autre mot qui coûte probablement à la victoire à l'OGC Nice face au FC Loïc Ferry, un partout cet après-midi à l'Alliance Riviera. Mais on va aussi avoir des raisons de se réjouir quand même, puisqu'on a un deuxième niçois sélectionné en bleu. Il aura fallu vraiment 14 blessures pour que Didier Deschamps concède et s'oblige enfin à appeler Jean-Claire Todibo en bleu. Mais ça y est, c'est officiel depuis quelques minutes, on est très très content, mais on va en reparler. On va peut-être déjà évacuer ce qui est négatif, ou vous savez quoi, je vais peut-être déjà accueillir mes chroniqueurs du jour, parce que ça fait partie du positif malgré tout. Il y a Jérémy, le totémique Jérémy, qui est là encore avec nous jour après jour, émission après émission. Jérémy, bonjour, bienvenue dans la salle de douleur aujourd'hui. Salut Sky, salut à tous. Écoute, heureusement on n'a pas fait l'émission directement après les matchs, je pense, parce que sinon ça aurait été très très compliqué de garder mon calme, mais je pense que bon là ça va un petit peu mieux. Je garantis pas de pas m'enflammer quand on va parler des penalties, mais je vais faire de mon mieux. Ouais, ça retombe un petit à petit, 2 heures en gros après le coup de sifflet final. Je pense que c'est peut-être pas assez pour qu'on soit tout à fait serein non plus, mais bon, on va s'efforcer d'en parler de la manière la plus neutre et plus objective possible. Spoiler, ce sera un échec. Il fait ses grands débuts dans Avanti-Niça, vous le connaissez peut-être déjà du Club Pancho, c'est Matt. Salut Matt, comment vas-tu? Salut Sky, salut Jérém, ça va très très bien. Très très content d'être là. Et la douche froide, au premier degré, je suis allé prendre une douche froide et les saintes paroles de Didier Digard m'ont quand même bien apaisé pour l'émission parce que j'étais à la maison, j'ai failli perdre ma voix là sur le match, c'était c'était assez sportif aujourd'hui. Ouais, au stade, c'était électrisant comme ambiance, mais peut-être pas dans les bons termes comme jeudi par exemple face à Tiraspol. Mais bon, écoutez, ça fait partie de l'ADN du club, ça aussi, malheureusement, surtout pour le pire plutôt que pour le meilleur. Mais écoutez, c'est comme ça. Je vais peut-être changer de fusil d'épaule. Évacuons essayons de nous mettre dans le meilleur mood possible pour parler des choses qui fâchent, en commençant par l'excellente nouvelle du jour. C'est la sélection en équipe de France de Jean-Claire Todibo, qui profite de la blessure de Wesley Fofana, qui est sorti hier, je crois, avec Chelsea. Bon, on rappelle, Wesley Fofana qui était en balance avec Jean-Claire Todibo. C'est Axel Disasi qui avait été appelé dans un premier temps pour pallier la blessure de William Saliba. Bon bref, il a fallu une cascade de blessures. On est quasiment à l'équipe à prime maintenant pour voir Jean-Claire Todibo obtenir sa juste récompense, cette première convocation en équipe de France. De Niçois, ce n'est plus arrivé depuis, j'ai pas eu le temps de faire les recherches, je vous avoue, mais probablement plusieurs décennies pour retrouver 2 joueurs de l'OGC Nice en activité dans une liste des Bleus. C'est super, messieurs, c'est entièrement mérité. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus, à part dans le cerveau malade de Didier Deschamps. Mais on est très content. On espère quand même qu'ils vont gratter quelques minutes et qu'on les verra autrement qu'en photo à Clairefontaine, évoluer sous le maillot des tricolores. Ouais, une vraie fierté, je pense que c'est bon, on le sait tous, c'est largement mérité, et je pense qu'il aurait mérité d'être appelé avant. Et le fait que Disasi soit quand même appelé avant, je suis quand même mitigé. Je trouve ça à la limite du scandale quand même, parce que Disasi est un bon défenseur, mais pour moi, il y a pas de comparaison entre les deux, surtout sur les derniers mois. Todibo qui a encore fait un super match cet après-midi. Donc non, je suis très très content qu'il soit appelé, c'est mérité. Et voilà, comme tu l'as dit, il y a deux joueurs de notre club en équipe de France. Moi, j'ai jamais vu ça, je crois. Et oui, c'est pas arrivé depuis très très longtemps. Donc, non, très très fier, très content. On a beaucoup d'internationaux sur la prochaine trêve. Donc, quelque part, je suis très content, très fier. J'espère juste qu'ils reviendront tous sans blessure, parce qu'on en a déjà suffisamment. Mais en tout cas, très content de sa sélection, parce que c'est vraiment mérité. Et ça prouve justement qu'on peut jouer à l'OGC Nice et être sélectionné en équipe de France. Donc, c'est une très très bonne donnée à prendre en compte pour les prochaines années de notre projet.
tellement mérité, a tweeté l'OGC Nice avec une photo de Kefren Turam et de Jean-Claire Todibo. Matt, évidemment, c'est mérité, d'autant plus pour Jean-Claire Todibo qui est le meilleur niçois cette saison et peut-être même les saisons précédentes. Jérémy le dit, c'est une très grande fierté, c'est un plaisir, nous, de mémoire de supporters, en tout cas de notre génération. Déjà, un international, c'était extrêmement ponctuel et éphémère. Là, 2, c'est tout simplement inédit. Mais comme le dit Jérémy, c'est aussi une grosse marque de progrès de notre projet, et c'est peut-être utile pour attirer des joueurs, notamment au prochain mercato, de dire regardez, en venant à l'OGC Nice, vous pouvez aussi devenir international, ce qui était peut-être réservé avant, je sais pas, au Stade Rennais, à l'Olympique Lyonnais, à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, tu peux venir à Nice quand tu es un jeune joueur, tu peux grandir avec l'OGC Nice, devenir international français. C'est tout bénef pour nous et éventuellement pour le prochain mercato. Ouais, exactement. C'est une situation totalement nouvelle, hein. Moi, je pense pas très loin de l'âge de Jérémy, j'ai jamais connu ça. C'est clair qu'aujourd'hui, je pense que dans la tête d'une recrue, tu places l'OGC Nice aujourd'hui devant l'Olympique Lyonnais, puisqu'on voit que l'Olympique Lyonnais a de plus en plus de mal, pourtant club historique, mais a de plus en plus de mal à faire monter ses joueurs en sélection. Et doublement, en fait, on va aussi bénéficier un peu de cette expérience équipe de France chez nos joueurs qui sont quand même très jeunes, qui vont pouvoir, je l'espère, nous revenir encore plus aguerris au contact de cette équipe tricolore qui est quand même une des toutes meilleures sélections. Voilà, j'espère que ça va pas nous jouer des tours, parce qu'on est quand même à une période où on a besoin énormément de ces joueurs, mais s'ils peuvent aller apprendre quelques tours, prendre quelques conseils auprès des Bleus, c'est toujours bénéf. Bon, très très bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'après-midi et du Ouais, bien week-end. sûr. Il en fallait une pour aider un peu à digérer le reste, je vous l'avoue. Écoutez, passons à cette rencontre-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et notamment l'arbitrage, qui est quand même forcément... on fait partie, comme tous les supporters, de ceux qui aiment bien taper sur les arbitres. On essaye quand même globalement de comprendre leurs décisions. Et d'ailleurs, il y a un match ce week-end qui a été aussi, pour lequel l'arbitre avait un micro, est venu expliquer ses décisions, et en fait on se rend compte que ça apaise tout de suite tout le monde. Encore faut-il pouvoir assumer ces décisions. Je suis pas sûr que Monsieur Buquet aujourd'hui, si tu lui tends le micro, il est capable d'expliquer ce que lui et ses collègues de la VAR ont pu décider. Nous, on va essayer de comprendre et de décortiquer ça, mais avant vous sentez que j'ai très très envie d'y passer. On va essayer de faire les choses un peu dans l'ordre quand même. Parlons de la composition d'équipe. L'OGC Nice et Didier Digard qui a choisi d'aligner un système avec trois défenseurs, avec Alexis Beka renouvelé à droite. Un peu faute de mieux certes. Le retour du milieu Boudaoui, Thuram, Ramsey, et puis une attaque à 2 Pépé Laborde. À titre personnel, je suis pas sûr que ça ait été le choix le plus inspiré de Didier Digard ces dernières semaines. Une défense à 3 face à un Lorient qui, certes, fait jeu égal avec nous sur ce début de saison et ces 2 tiers de saison, mais qui a joué avec un seul attaquant qui, même s'ils ont joué crânement leur chance, n'est pas franchement venu maîtriser le ballon. On aurait peut-être pu se permettre de jouer dans un 4-3-3 plus classique. Ça aurait peut-être aussi permis à certains joueurs d'être dans des rôles un peu plus valorisants, dans lesquels ils auraient été un peu plus en confiance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le choix ne s'imposait pas. Après, il est aussi fait en fonction des différentes contraintes, et notamment l'absence de Terem Moffi pour des raisons contractuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix, que ce soit en matière tactique ou en matière d'hommes alignés aujourd'hui par Didier Digard? Didier Digard l'a expliqué en conférence de presse, il se sentait pas avec la blessure à la dernière minute de Lotomba, il se sentait pas de mettre Beka dans une défense à 4 pour pas trop l'exposer, d'où le choix de la défense à 3 ou 5 selon comment on la voit. Après, c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec Barre en piston, qui pour le coup fait pas du tout un mauvais match, mais c'est peut-être le meilleur niçois de la première période quasiment. Ouais, dans le top franchement, 3. ça se discute, il a pas raté grand chose, et c'est bien dommage de le faire sortir, qu'il sorte blessé, parce que ça nous arrange pas. Heureusement qu'il y a une trêve, mais on commence à être très léger sur ces postes-là, mais on le voit avec Beka. Et après, je trouve que c'est une récurrence quand on joue à 3 derrière, mais on a cette sensation que l'OGC Nice défend avec le ballon et attaque sans ballon, puisqu'au final on a une possession qui est très stérile. Je crois que on subit qu'un seul tir cadré avec ce schéma de jeu, et pourtant on n'a pas du tout senti l'OGC Nice en mesure d'aller vraiment inquiéter Lorient sur la première période, alors que en théorie c'est une équipe qui est quand même censée nous être inférieure.
Jérémy, la première période, ça a été assez compliqué. On parlera dans quelques instants des changements qui ont été opérés, soit choisis, soit forcés, comme le dit Matt par la blessure de Melvin Barr. Mais est-ce qu'on peut y voir une sorte de frilosité, ou est-ce que, comme le disait Didier Digard, Matt nous l'a rappelé, c'était aussi une façon de protéger certains joueurs qui n'étaient pas à leur poste de prédilection. On pense à Alexis Beka. Comment est-ce que tu interprètes ce choix-là, et au final, quelle responsabilité ça a dans la contre-performance de l'OGC Nice, en tout cas sur le premier acte? Ouais, moi quand j'ai vu la composition au début, je me suis dit oula, c'est un peu étrange. Et après j'ai vu qu'en effet Jordan Lotomba n'était pas sur la feuille de match. Donc j'ai trouvé en fait le choix plus cohérent. Comme Matt l'a dit très justement, je voyais mal quand même BKBK dans une défense à 4. Ça aurait été plus compliqué pour lui, je pense. Donc en fait l'équipe tenait quand même la route, je trouve. C'était assez cohérent avec les forces en présence parce on a beaucoup trop d'absents. Ça devient un véritable problème là. Bon, et il y a des joueurs qui ont pris des coups le jeudi soir, mais là on a beaucoup trop d'absents. Ça devient un problème, et c'est une des données qui a fait qu'on n'a pas pu gagner ce match, à mon sens. Donc voilà, je pense qu'on sur la compo départ, j'ai pas grand chose à reprocher à Didier Digard. Après, il s'avérait que le choix c'est avéré compliqué après en première mi-temps parce qu'on n'a pas été dangereux, à part 5 minutes où on a mis un peu de pressing sur Lorient. On a été clairement en dessous de Lorient, je trouve, en première mi-temps. Et le fait qu'il rentre à 1-0 à la mi-temps était quand même assez logique parce que sans faire un grand match, ils étaient quand même très très propres techniquement, et ils ont su nous mettre en difficulté. Après, encore une fois, on prend un but qui est totalement évitable, et ça devient récurrent, ça aussi, ces dernières semaines. Va falloir être un peu plus costaud derrière. C'est bizarre parce que ça a quand même été notre point fort pendant longtemps. Mais bon, voilà, en première mi-temps, c'est vrai que c'était très compliqué. Après, je trouve que le choix sur la seconde mi-temps, de faire ce changement tactique, nous a pas mal apporté. Mm. Après, je pense que c'est surtout l'injustice avec l'arbitrage qui a fait qu'on a su revenir dans le match, parce que même si on était un peu mieux, on avait un peu de mal à mettre en difficulté Lorient. Et je pense que c'est l'agacement et la colère dû à cet arbitrage lamentable qui fait qu'on est revenu dans le match. Donc il y a une très belle réaction de l'équipe, et j'en suis très très fier. Didier Digard le souligne d'ailleurs plusieurs Voilà, fois ouais. dans ses réactions d'après-match, qu'il est très très fier de l'état d'esprit, y compris quand Amazon joue un peu la provoque en disant on vous a senti nerveux, est-ce que voilà le groupe perd pied, est-ce que vous êtes content de leur comportement? Bah oui, déjà ils n'ont pas collé qu'à 3 claques à Rudy Buquet, donc je pense Ouais, que non, on peut moins les chapeau féliciter pour pour ça. ça, mais est-ce que c'est Chapeau d'ailleurs ce que d'avoir Didier gardé le Digard son a quand fait? même. Et puis surtout que Ouais, chapeau d'avoir gardé le calme. Rudy Buquet donne le ton, je crois, dès la 10e minute avec un Lorientais qui vient découper Nicolas Pepe sous ses yeux, et Rudy Buquet qui bronche pas. Et là, je pense qu'on a tous compris à ce moment-là le match qui nous attendait. On a Ouais, un peu l'agenda l'habitude, qui était malheureusement, prévu, mais effectivement. voilà, Mais, Catastrophique. catastrophique la performance de Rudy Buquet. C'est pas le seul à avoir été catastrophique sur le terrain. On va y venir du coup. Mais ce changement tactique, voilà, moitié choisi, je pense, en voyant bien du côté du staff niçois que ça ne fonctionnait pas, et puis un peu provoqué par la blessure de Melina. Je voudrais juste m'attarder sur le fait que Alexis Beka est sorti, et j'ai bien entendu l'argument de Didier Digard que tu rappelais tout à l'heure, Matt, mais au final, c'est du coup Rosario qui se retrouve à jouer à ce poste-là, avec la défense qui repasse à 4. Qu'est-ce qu'on en pense de Rosario, qui a joué tantôt en défense centrale, tantôt au milieu, qui a joué 6, qui a joué 8, et là qui se retrouve latéral droit? C'est certes pas une première, mais il me semble par contre que c'est une première sous la mandature de Didier Digard, si je dis pas de bêtises. Donc Rosario, jamais étincelant, mais un couteau suisse qui au final, on peut comprendre que ce soit précieux dans un effectif. Est-ce que pour vous vraiment c'était mieux que Alexis Beka? Pas mal de volume de jeu encore, comme souvent avec Pablo Rosario. La touche technique, c'était peut-être un peu moins évident. On aurait peut-être pu profiter de cette touche technique de Alexis Beka, justement. Est-ce que vous trouvez pas ça un peu injuste pour un joueur qui n'avait pas démérité sur la première période, et qui a vraiment été sacrifié pour des raisons tactiques? c'est Non. je pense, c'est un des deux meilleurs joueurs de l'OGC Nice avec Melvin Barr sur la première mi-temps. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui a du ballon, qui peut nous apporter techniquement. Après, le problème, c'est qu'on l'a vu tenter des centres, etc. Et que c'est quand même un domaine de jeu où on n'y arrive toujours pas. Et force est de constater que le choix de Didier Digard était payant, puisque c'est Rosario qui fait la passe décisive en prolongeant pour la board.
Donc difficile, je pense à ce moment-là, difficile de sortir l'un comme l'autre. Il y en a un qui dépanne énormément, qui joue à peu près sur tous les postes qu'il est possible de jouer, en tout cas dans son registre de jeu, et qui le fait plutôt vaillamment. Et de l'autre, on a quand même un joueur qui était jusqu'à présent sorti de la rotation, qui arrive à revenir dans un rôle qui est pas censé être le sien. Je pense que c'est difficile à juger, difficile surtout pour BKBK encaissé qui vit une première saison l'OGC Nice plus que compliquée depuis sa belle enroulée. Le pauvre est pas verni. Jérémy? Non, moi je trouve que tous les deux ont fait un bon match. BKBK a encore été une fois, je trouve, assez intéressant à un poste où il dépanne. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après, de toute façon, on n'avait pas non plus beaucoup de choix. Vu toutes nos absences à droite. Donc non, je trouve qu'il a fait un bon choix et je pense que voilà, c'est vraiment pour l'aspect tactique que Didier Digard a préféré mettre Rosario après à ce poste-là en seconde mi-temps. Et Rosario qui m'a surpris parce que il a été quand même plutôt bon et il a réussi des centres. Donc c'était pas Comme si quoi mal. tout arrive. Mais Donc voilà, comme quoi tout arrive. J'étais assez impressionné par. Pas, bon, impressionné, c'est un grand mot, mais je trouvais assez satisfaisant sa mi-temps à droite. Donc non, les deux ont fait un bon match et je trouve qu'ils ont su suppléer à droite comme il le fallait. Après, j'espère que ce sera la première et dernière fois pour Rosario et que ça n'arrivera plus pour BKBK à ce poste-là parce que c'est pas normal qu'on ait ces soucis-là de blessures. 3 latéraux à Ça- droite, hein, sur le voilà. flanc, Antoine Mendy, Youssef Attal et Jordan Lotomba. La trêve, on l'espère, va faire du bien de ce côté-là aussi, pour un peu penser les plaies à l'infirmerie et retrouver un effectif avec une concurrence à tous les postes. Restons peut-être un peu sur la composition d'équipe, en tout cas sur les joueurs qui ont pu évoluer cet après-midi du côté de l'Alliance Riviera. En deuxième période, du coup, un système un peu plus classique. Donc Nicolas Pepe, qui était d'abord associé à Gaëtan Laborde en pointe de ce 3-5-2, s'est retrouvé peut-être un peu plus sur le côté droit, qui est supposément son côté et son poste préférentiel. Pas trop de changements, hein, parce qu'en fin de match, il y a Buonanni qui rentre notamment pour essayer de dynamiter un peu l'attaque, et Mattia Vitti qui grappille quelques secondes après la sortie d'Ayoub Amraoui, victime d'un attentat, littéralement, hein, d'un Lorientais qui lui ouvre l'arcade à coups de crampon. Donc bon, il a fallu la VAR quand même pour que le jeune se transforme en rouge direct, mais bon, hein, c'est à l'image du reste de la performance arbitrale de l'après-midi, j'ai envie de vous dire. Tout ça pour vous dire, une deuxième mi-temps de meilleure qualité, hein, de meilleure facture de la part de l'OGC Nice, qui a vraiment acculé les Lorientais à leur but. Malheureusement, pour différentes raisons, et on va commencer à les évoquer, l'OGC Nice doit se contenter du point du match nul. Commençons peut-être par l'arbitrage, messieurs. 4 situations litigieuses, hein, 3 mains et un penalty sifflé sur Kefren Turam avant d'être déjugé par la VAR. Je vais vous poser la question texto. Hein. Pour vous, sur ces 4 situations litigieuses, il y a combien de penalties qui auraient dû être accordés à l'OGC Nice? 2 sur, déjà. 3. Le premier, Alors, le premier Jérémy pour moi, en commence. fait. Ouais, bon, en fait, pour moi, le premier, il y a le coude qui dépasse un peu, mais pour moi, c'est pas une main flagrante ou quelque chose qui va changer la trajectoire du ballon Il parce se que le retourne et s'il n'y a pas le défenseur coude, voilà. il se le prend dans le ventre de toute façon. Donc, Voilà, donc ça change rien. La deuxième, j'ai du mal à dire parce qu'en fait, ils ont montré un seul ralenti à la télé et c'est un peu flou. Donc, on sait pas trop s'il y a main ou pas. J'ai un peu de mal à juger. Par contre, après, les deux autres, c'est un scandale absolu. Je veux dire, la main sur l'action de Pépé est flagrante. Déjà que l'arbitre ne le voit pas, j'ai du mal à comprendre. Et après que la VAR n'indique pas à Monsieur Buquet d'aller au moins voir les images, je ne comprends pas. J'arrive vraiment pas à comprendre. Bon, il faudra dire aussi à Nicolas Pepe qu'il ne faut pas s'arrêter de jouer si l'arbitre n'a pas sifflé, hein, parce qu'il aurait peut-être pu continuer l'action et s'offrir un face-à-face, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pour moi, en fait, la plus grosse erreur, c'est sur le quatrième, enfin oui, le quatrième penalty pour possible, on va dire, parce que pour moi, en fait, Monsieur Buquet fait le bon choix de siffler le penalty. Et en fait, là, on arrive à une situation où la VAR, qui à peu près est utile une fois sur 10 dans notre championnat, va déjuger l'arbitre sur une erreur qui n'est pas manifeste.
Donc j'ai un peu de mal à comprendre. Sachant qu'en Et plus, il siffle très vite le penalty. Ah oui, parce que la Il faute attend pas que est la VAR lui flagrante. dise il y a peut-être penalty, tout ça. Et du coup, il annule une occasion de jeu, hein, parce que je Ouais. sais pas si c'est pas Hicham Boudaoui derrière qui récupère le ballon Oui, et qui peut ouais, c'est ça. voilà, qui peut très bien foudroyer la cage. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas penalty, tant pis. Mais voilà, on t'annule une occasion de but manifeste pour siffler penalty et finalement, il n'y a pas penalty. Donc en fait, Et en plus, t'as ouais, perdu le bénéfice de ton action. Enfin, et en plus, le problème, c'est que déjà, la VAR, pourquoi elle déjuge à ce moment-là? Il n'y a aucune donnée qui dit que la VAR doit déjuger à ce moment-là. Et en plus, il va voir à peu près 30 fois le ralenti pour voir que Thuram prend le ballon avant et le Lorientais arrive après et en retard et touche le pied de Thuram. Donc, alors, il faudra m'expliquer, peut-être que les règles du foot ont changé en une semaine, je ne sais pas, mais je ne vois pas en quoi tu peux dire qu'il n'y a pas pénalty sur cette action. Je veux dire, il y a des pénaltys qui sont sifflés comme ça tout le temps. Et pour moi, le quatrième, c'est vraiment le pire, quoi. Que la VAR déjuge et qu'en plus, après, Monsieur Buquet dise qu'il n'y a pas pénalty, c'est une honte absolue. Mais de toute façon, j'avais dit que l'arbitrage était catastrophique dans notre championnat suite au match c'était contre ton billet Auxerre. la dernière fois, Voilà. ou la fois Mais d'avant, je veux je me dire, souviens là, plus. c'est un scandale. Et bon, on va nous dire encore une fois, oui, mais bientôt les arbitres auront des écouteurs, on pourra les écouter. Bon, apparemment, ça arrive une fois dans le championnat pour dire qu'ils vont le faire, mais ça fait 10 ans qu'on en parle de ça, de toute Il faut façon. que ce soit autorisé par la J'aurais bien FIFA à aimé leur comprendre. décharge, Ouais. effectivement. Mais j'aimerais bien comprendre en tout cas le choix sur la quatrième action. Ouais. Alors, sur la quatrième action, avec du coup le duel normalement remporté par Kefren Turam, mais voilà, pas jugé de cette façon-là par Monsieur Buquet, j'ai omis, en tout cas j'ai oublié l'explication qui avait été donnée. Matt, déjà je te propose de nous dire si t'es d'accord avec ce qu'a dit Jérémy, et toi le troisième penalty que tu voyais sur quelle action c'était. Après, Amazon Prime a récolté les raisons pour lesquelles Rudy Buquet n'a Oui, pas oui, sifflé penalty sur les on va trois en mains, donc parler. on pourra en parler. Mais du coup, toi, le troisième penalty, Moi, je mettrais juste avant la mi-temps l'action où le Lorientais vient contrôler de la cuisse, puis ça lui touche la main. En fait, le meilleur angle qu'on ait eu sur l'action, c'est l'angle live, le grand angle, puisque on voit bien la trajectoire de la balle qui change sur le grand angle. En fait, ils ont montré qu'un ralenti très serré sur lequel il est assez difficile de se faire une opinion, mais c'est vrai que à vitesse réelle, la balle fait un zigzag très, très étrange. Je sais que la règle, c'est de dire qu'une fois que ça touche une partie du corps, si ça rebondit sur la main, c'est pas penalty. Mais en l'occurrence, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, puisque le Lorientais vient effectuer un contrôle, il vient prendre possession du ballon. Donc il n'est pas en train de subir un tir ou un centre. Et en ratant son contrôle, vient se corriger avec la main. Et signalons quand même, pour ajouter aussi à la tartufferie arbitrale de la soirée, que dans la foulée, il nous donne un corner pour compenser, alors que c'est totalement la board qui sort la balle. Je sais pas où vous étiez dans le stade, mais enfin, l'instant est juste lunaire. devant, et on a bien rigolé Ah d'ailleurs. ouais, non, Mais c'est du grand n'importe quoi. Et après, plutôt d'accord avec Jérémy sur les deux autres situations, surtout quand on écoute. Le plus choquant est quand on écoute la justification de la main devant Pépé, oui, qui veut dire que c'est que le ballon touche le sol touche le d'abord. sol. Donc, comme dirait Didier Digard, oui, c'est le football. Le Oui, ballon puis est au apparemment sol. le sol est donc une partie du corps des Lorientais. Donc je sais Exactement. pas, faudra nous expliquer un peu l'analyse. Ça fait partie du jeu. Hein. Oui, littéralement. Oui. Mais je crois qu'il dit pour la première main, le Lorientais est de dos, et ça, effectivement, entre le fait qu'il essaye quand même de rabattre son coude, qu'il est de dos, et que de toute façon la balle lui allait sur le ventre, sur le dos, sur le cul, si jamais c'était pas avec le coude, on peut comprendre cette discussion-là, mais effectivement, le coup de la balle qui touche le sol d'abord, bon. Voilà, puis après tu l'as évoqué, la règle qui dit que normalement quand ça touche une autre partie du corps avant la main, et ben ça ne compte pas, mais c'est quand ça rebondit. Là effectivement l'histoire du contrôle raté, on pourrait imaginer qu'en fait un joueur assez habile pourrait jongler en s'envoyant la balle sur la main tous les deux contrôles. Tu fais tête-main, pied-main et tout machin, et tu remontes tout le terrain comme ça. Voilà, c'est ça à creuser comme technique, mais En tout voilà. cas, sur ces trois pénaltys, ce qu'il faut dire, c'est que si Rudy Buquet avait décidé de nous accorder un penalty, il y aurait largement eu de quoi le faire. Donc il n'y a même pas de débat à avoir en fait au final sur les justifications, pas les justifications. L'arbitre n'a pas été impartial et ça s'est vu. Et soulignons juste, je voulais rajouter quand même le beau fair play des Lorientais qui, après avoir récupéré le ballon sur la situation litigieuse avec Thuram, ont attaqué directement. Donc je félicite pas ce club
Ce club de chiens de la casse, il faut Ouais, le dire. les années À Christian l'image de leur Gourcuff président, en tout cas. sont assez loin, effectivement, mais Bien voilà, bon, triste. un Et bon ne petit parlons pas club du de. rouge en fin de match aussi. Voilà, rouge en fin Parce de que bon, match, c'est... comme on l'a dit, on espère que ça va pour Ayoub Rabaoui. Bon, il est sorti sur ses 2 pieds, il a fait le tour du terrain pour retourner au vestiaire, mais effectivement, pour les collègues qui étaient Karate Kid, quoi. au stade, voilà, il se fait saigner quand même directement l'arcade par un beaucoup de crampons. C'est dangereux, mais bon, il a fallu la VAR aussi pour voir ça, visiblement. Donc, très bien. Il aurait pu y avoir, du coup, allez, 2 ou 3 pénaltys pour l'OGC Nice sur cette rencontre. Ils auraient été tirés par un joueur, tireur désigné depuis le début de la saison quand il était disponible. C'est Nicolas Pepe. Alors, je vais être volontairement un peu provoque, messieurs, mais vu la performance de Nicolas Pepe aujourd'hui, c'est pas impossible qu'il aurait raté ces 2 ou 3 pénaltys, parce que très clairement, je vais pas attendre notre traditionnelle ouverture d'agenda pour ouvrir mon dossier, mais Nicolas Pepe, qui avait fait une entrée médiocre face à Tiraspol, mais bon, c'était dans un scénario de match particulier, il restait 20 minutes, il revenait de blessure, c'est une chose. Là, Didier Digard avait choisi de le titulariser. Ce qui, à titre personnel, m'a semblé bien étrange, mais bon, voilà, moi je serais plutôt parti sur une attaque à 3 avec Badreddine Moinani, qu'on a vu malheureusement que très très tard. Mais pire que tout, Nicolas Pepe est resté 90 minutes sur la pelouse. J'ai du mal à l'expliquer tant par son niveau pitoyable que par son comportement qui était inqualifiable. Que ce soit avec ses coéquipiers, il a passé quand même son temps à pester contre eux alors qu'il a littéralement tout raté quand même en première période. Je pense que toutes les pertes de balles viennent de lui. En fin de rencontre, il se casse sans aller saluer les supporters comme tous ses coéquipiers. Paraît-il qu'en plus de ça, il s'est planté en voiture en sortant du stade. Enfin voilà, un après-midi vraiment fabuleux pour le joueur prêté par Arsenal. Je vais vous demander du coup votre avis. C'est peut-être moi qui suis un peu dur avec ce joueur, mais en plus de ça, on a appris ce matin dans l'équipe que lui se voyait éventuellement rester si l'OGC Nice souhaitait donner une suite à l'aventure de son prêt sans option d'achat pour l'instant. L'OGC Nice attendrait d'en voir davantage de la part de Nicolas Pepe avant de prendre une décision. Au coût que ça pourrait représenter, que ce soit en matière de transfert ou de salaire, et par rapport à ses performances, on ne va pas tout jeter non plus. 8 buts cette saison, et ça a été une des rares éclaircies de la première partie de saison sous Lucien Favre. Mais là, son retour en un match et demi, et surtout le comportement et l'implication qu'il semble mettre en trottinant au lieu de se replier, pour moi, ça montre pas du tout l'état d'esprit, la mentalité d'un joueur qui se projette et qui a envie de rester. On peut faire beaucoup de choses par frustration, et je pense qu'il avait des raisons d'être frustré cet après-midi, en plus, très, très clairement. Mais par contre, il avait d'autres coéquipiers sur le terrain qui étaient sûrement tout aussi frustrés, mais qui ont continué à se sentir concernés jusqu'au bout. Donc voilà, c'était pardon, un peu pour le monologue contre Nicolas Pepe, mais rarement vu une attitude aussi déplorable sous notre maillot cette saison, et pourtant on a connu des désillusions. Je vais essayer d'être nuancé parce que, en fait, moi, sur la première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment catastrophique. Et en plus, des fois, il faisait des appels en même temps que Ramsey et Laborde. Ils étaient tous les trois dans la même zone. Je comprenais pas trop. Et surtout, ouais, comme tu l'as dit, moi, ce qui m'agace, c'est qu'il perdait beaucoup de ballons, mais il faisait que râler. Donc, je comprenais pas trop ce comportement-là. Donc, oui, première mi-temps à effacer complètement. Il a pas été bon. En seconde mi-temps, j'ai trouvé quand même un peu de mieux. Et je pense que c'est pour ça que Didier Digard l'a laissé sur le terrain. Et il a bien fait parce que sur l'action du but de Laborde, c'est quand même lui qui a la réception du ballon et qui arrive quand même à la reprendre. Donc il a fait une seconde mi-temps qui n'était pas excellente non plus, mais c'était un peu mieux. Il commençait peut-être un peu à retrouver du rythme et était un poste aussi où il était un peu plus à l'aise, je pense, sur son côté droit. Il était un peu mieux, il a quand même gratté quelques ballons qui nous ont fait du bien à certains moments. Donc c'est un match qui est quand même très compliqué de sa part, qui reste compliqué, notamment la première mi-temps. Mais après, voilà, en fait, pour me faire un avis définitif, j'attends quand même de voir la saison dans son ensemble, parce qu'il revient d'une blessure qui est quand même compliquée. Et comme tu l'as dit, ça a été un joueur qui quand même nous a fait énormément de bien sur la première partie de saison, qui a mis des buts importants à des moments où on était vraiment pas bien. Donc j'attends de voir pour avoir un avis définitif jusqu'à la fin de la saison, mais c'est sûr que par contre il faut qu'il fasse mieux, et on attend d'un joueur comme lui qu'il fasse mieux en tout cas.
pour peut-être pouvoir rester l'année prochaine. On verra ça en fin de saison. Je pense que pour l'instant, c'est pas un dossier prioritaire pour nous. On verra en fin de saison ce qui se passera et surtout s'il y a un transfert, combien pourrait demander Arsenal pour son contrat. Donc on verra. Je pense que le prix aussi définira s'il restera ou pas. Donc à voir, mais oui, c'est vrai que dans l'ensemble, c'était compliqué, même s'il y a eu un léger mieux en seconde mi-temps. Oui, un peu mieux quand il s'est retrouvé à son poste de prédilection sur le côté. Après, Matt, moi j'ai déjà donné mon avis, donc je vais te passer la main directement. Forcément, il y a des grosses attentes autour de Nicolas Pepe, et c'est sûr que il paye forcément un peu ça. Les joueurs de grand talent, les noms, on attend toujours plus d'eux que les autres. Il y a eu cette blessure, faut le rappeler, quand même, qui lui a fait manquer 2 mois de compétition. Mais sur ce qu'on a vu cet après-midi, pour toi, ton sentiment, je te demande pas un avis définitif sur ou non aller à la négociation avec Arsenal, bien entendu, mais c'est un retour qu'on attendait pour des qualités de percussion, pour avoir du choix devant, et parce qu'il avait été décisif en première partie de saison. Qu'est-ce que tu as pensé cet après-midi de sa prestation ? Un retour décevant. Je pense qu'il est difficile sur un match comme ça d'avoir un autre avis sur la performance de Nicolas Pepe. Intrinsèquement, certainement un de nos, si ce n'est le meilleur joueur du 11 aligné, et pourtant dans l'attitude le plus catastrophique. On en a vu, pour prendre l'exemple d'un autre joueur qu'on a vu râler sur ses coéquipiers, je pense à Aaron Ramsey, qui est peut-être un des plus expressifs dans ce registre-là, ne nous donne pas du tout le même ressenti que Nicolas Pepe. On sent qu'il est toujours dans la quête du bon geste, du bon football, là où Nicolas Pepe donne une impression de petit enfant gâté et orgueilleux. C'était très désagréable à voir, très très désagréable. Désagréable aussi de voir son jeu, puisqu'on l'avait vu briller sous Lucien Fabre dans ce rôle un peu d'électron libre, faux 10 qui se baladait à l'attaquant, là où aujourd'hui il a été insipide, voire mauvais. On l'a retrouvé un peu meilleur dans son poste de prédilection et d'origine, qui est celui de l'aile droite, mais malheureusement on l'a jamais senti dans le bon tempo, dans les bons coups. C'est-à-dire que dès qu'il allait sur le côté droit en compagnie de Ramsey et Rosario, il cassait le rythme, je sentais pas connecté avec ses partenaires. Donc oui, pour se faire un avis définitif, et pour le gym qui veut en voir plus, il va lui rester une dizaine de matchs pour montrer qu'il est capable déjà de se mettre au niveau mental et de détermination du reste de l'équipe, parce que là il faisait vraiment tâche à côté de la board, mais surtout à côté du reste de l'équipe, et technique aussi, puisqu'on l'a vu quand même être bien moins précis, mais ce qui n'est pas forcément surprenant sur un retour de blessure. Il est bien moins précis qu'à son habitude. À sa décharge, effectivement, il y a aussi un groupe qui est né, une façon différente de jouer en son absence, parce que sa blessure colle quasiment pile poil avec l'avènement de la bande à Didier Digard. Mais bon, c'est vraiment dans l'attitude que c'est déplorable, parce que faire un mauvais match, ça peut arriver. Comme vous le dites, en plus, il arrive quand même à construire sur l'action du but niçois, donc tu peux pas non plus tout lui enlever. Mais enfin voilà, encore une fois, tu ne peux pas te permettre de râler sur tes coéquipiers, en plus avec véhémence. Je sais pas à quel point ça se voyait de la télé, mais alors du stade, c'était vraiment impressionnant. Si c'est pour en fait perdre tous les ballons qu'on veut bien te donner, et en plus de ça, ne même pas participer au repli défensif. Ça encore, peut-être que c'est aussi une question de condition physique. C'est peut-être un peu tôt pour lui faire jouer 90 minutes, mais vraiment c'est très décevant de la part de Nicolas Pepe. On espère qu'il va se remettre la tête à l'endroit, que ce soit dans son comportement, dans son football. On en a besoin, et nous, tout ce qu'on demande, c'est sûr que sur les 10 matchs qui restent, il nous claque 10 buts et qu'il nous emmène en Europe. S'il met le but de la victoire à Prague, tout est pardonné, bien entendu, mais bon, on n'en est pas encore là, loin de là. Messieurs, je vous propose d'ouvrir vos dossiers déjà. On va un peu parler des autres joueurs, et puis de façon de comment ça s'est passé cette fin de match. Je pense qu'on a dit la plupart des choses qu'on avait à dire sur la première heure. Si vous deviez retenir une note satisfaction ou pas d'ailleurs, vous avez le droit de distribuer des cartouches vous aussi sur cette fin de rencontre. À qui est-ce que vous pensez en particulier ? Gaëtan Laborde.
qui a fait un match vraiment très très bon. Encore une fois, dans l'engagement, dans l'envie. Déjà contre le Sheriff Tiraspol jeudi, c'était très très bien ce qu'il a pu faire avec un but magnifique. Et en plus, je trouve que c'est comme un symbole que ce soit lui qui égalise sur un but un peu comment dire, vraiment de rageux. Hein. Il faut le mettre, Ça hein, rentre le ça geste, rentre à pas le grand-chose. contrôle Ouais, ouais. et le Il mettre fait le petit contrôle filet. et bon, on croit qu'il va la louper, mais il arrive quand même à la reprendre et Et le à poteau la mettre, rentrant. ouais, et le poteau rentrant pour une fois, voilà. Mais je trouve que justement, c'était avec le caractère de l'équipe. Bon, je vais en parler ensuite dans mon point, mais je trouve que c'est un peu un symbole que ce soit lui qui est marqué. Il a fait énormément d'efforts devant, énormément d'appels. Il a vraiment. Je trouve, il y a eu quelques matchs où c'était compliqué pour lui, mais là, je trouve que depuis deux trois matchs, il est vraiment revenu à fond. Et outre le fait qu'il soit décisif, en plus, il a une super mentalité que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va peut-être devenir un leader, je trouve, dans le vestiaire, si ce ne l'est déjà, mais vraiment un leader, beaucoup de caractère, il se bat tout le temps. Et moi, c'est ce genre de joueur que je veux voir chez nous, en tout cas, qui lâche rien. Et je suis très fier de sa prestation et très fier notamment du retour de l'équipe en seconde mi-temps qui a rien lâché. Et même si la victoire n'est pas là, on peut au moins se féliciter de ce genre de comportement de Gaëtan Laborde et des autres joueurs. 10e Ouais. but en championnat et puis 10e but à l'OGC Nice, parce que si on enlève les 2 buts qu'il a marqué à Rennes pour Gaëtan Laborde, hein, qui a connu une phase d'aller très compliquée, parce qu'il a dû mettre 10 poteaux aussi, hein, depuis son arrivée à Nice. Mais voilà, comme un symbole, et c'est un joueur qui au final, entre le contexte de son arrivée, le fait que bah voilà, échanger avec le chouchou du public, Amine Gouiri, les poteaux, la saison qui tournait mal, c'était extrêmement compliqué. En fait, au final, je pense qu'il fait aujourd'hui l'unanimité quand tu vois son investissement et que la réussite et les buts en plus sont au rendez-vous. On est très content, je pense, aujourd'hui d'avoir Gaëtan Laborde dans notre équipe et dans notre club. Matt, un dossier en particulier à ouvrir? Ouais, juste un mot sur Laborde, Oui, bien totalement sûr. d'accord avec ce qui a été dit. Et puis vraiment, ouais, un joueur qui ressemble au club. Quand on sait que beaucoup se plaignaient de Dolberg parce qu'il ressemblait pas à l'équipe, là je vois pas comment, comment on peut vouloir d'un autre joueur à l'OGC Nice, c'est tout ce qu'on aime. Cette espèce d'underdog qui se tue sur le terrain, il doit en ravir beaucoup, surtout maintenant qu'il a un peu de réussite. Et ouais, si on peut le garder 2-3 ans, moi ça me va totalement. Après, pour mon petit point, du coup, euh, je sais pas vraiment comment le tourner, mais c'est le fait qu'on doit encore se reposer sur une passe lumineuse de notre capitaine pour trouver le chemin défilé. C'est quand même la stat, je crois que c'est un tir cadré sur le match. Un tir cadré sur 16 tirs, hein, Voilà, effectivement, sur pour 16 Nice. tirs. On était une équipe qui prenait pas assez sa chance de loin. Et à un moment donné, là, je pense qu'il fallait aussi faire la passe. Donc, il va falloir commencer à régler le curseur. Combien de contre-attaques mal négociées? Ça aussi, avec des joueurs comme Thuram, Pepe, Brahimi, c'est quand même dramatique de ne pas réussir à gérer ce genre de situation quand on a des profils qui peuvent autant exceller dans le registre. Donc ouais, je pense que je mettrais un petit bémol au moins, je dirais, ouais, le fond de jeu ou l'approche offensive qu'on a pu avoir de ce match. Je sais qu'émotionnellement, ça devait être un match compliqué pour les joueurs, mais c'est pas le premier match où on nous voit un peu en échec à ce niveau-là. On se remet souvent à un très bon geste, à une contre-attaque ouais, ou à un mélange des deux pour s'en sortir. Et je trouve ça, pour moi, c'est le plus gros stage d'ombre sur la fin de saison de l'OGC Nice. C'est celle qui nous apporte le moins de certitude. C'est cette capacité vraiment à être un rouleau compresseur offensif. Euh, Didier Dicard va avoir 2 semaines avec ses joueurs là pour travailler ça. On espère que ça va être un point qu'on va avoir progressé d'ici la fin de saison, parce que si on veut espérer quelque chose au championnat, je sais que Jérémy est un adepte des points perdus sur les matchs faciles. C'est vrai que ce sera le moyen de toujours faire pencher la balance de notre côté. Lille s'en est pas privé, et aujourd'hui, bah, s'il se retrouve aussi loin devant, c'est aussi grâce à ça.
mine de rien, en championnat, on reste sur 3 nuls d'affilée, Auxerre, Nantes et Lorient. Il y a eu cette double confrontation face à Tiraspol au milieu qui nous a un peu tiré quelques sourires. Mais parler de points perdus, en fait, ça fait peut-être 6 points de perdus qu'on aurait dû en tout cas gagner. On serait aujourd'hui bien calé à la 5e place avec le Stade Rennais. Donc bon, on va pas avoir de regrets. Comme le disait Didier Digard, il reste encore beaucoup de matchs. Il en reste 10. Il y a largement de quoi rattraper les 6 points de retard qu'on peut avoir sur la zone européenne. Mais bon, ça revient derrière. On attend d'ailleurs les derniers matchs de cette journée pour savoir si on va pas perdre une place. Ça dépendra de la performance du Stade de Reims notamment. Mais projetons-nous peut-être, nous, tant qu'on a les résultats entre nos mains sur les places devant nous et sur les places européennes. Lille et Rennes qui sont allés gagner à l'extérieur. Du coup, Lille est 5 points devant. Rennes 6, comme je le disais. Alors, pas de question dramatique pour vous demander si l'Europe par le championnat s'est foutue ou pas. Mais en tout cas, l'OGC Nice qui avait un calendrier qui se libérait, qui était supposément plus facile après son historique semaine à 9 points, et en fait, à choc un peu dans les matchs où on s'attendait à ce qu'on rattrape ce retard. Comment est-ce qu'on interprète ça ? Est-ce que c'est l'effet Digard qui s'essouffle et, comme vous le disiez, un peu on va dire d'allant offensif, de précision à retrouver après avoir été chirurgical dans les matchs que je citais. Est-ce que c'est aussi beaucoup de blessés et un turnover forcé et on aperçoit les limites de notre effectif, ou en tout cas le trop-plein de l'infirmerie qui nous coûte quelques points? Est-ce que c'est les équipes adverses qui savent maintenant nous attendre? Voilà, je sais pas, comment vous interprétez cette petite baisse de régime, mine de rien, qu'on a connue tout le long du mois de mars? C'est des détails qui font qu'on a un peu plus de mal en termes de résultats. Déjà, là, comme a très bien dit Matt, on a cette faculté à être quand même vraiment pas réaliste devant les buts, parce que cet après-midi, on a quand même eu beaucoup de frappes, beaucoup de situations pour marquer, mais on fait quand même que trop rarement les bons choix. C'est très dommage. Et défensivement aussi, les buts qu'on prend, pour moi, c'est pas possible. Le but qu'on prend cet après-midi, le marquage est pas bon du tout. On a 3 Lorientais qui sont dans la surface face à Schmeichel et personne les marque. Le but à Nantes, le deuxième, c'est pas possible de le prendre. Le but contre Auxerre, pareil. C'est des buts qu'on doit pas prendre et qui nous coûtent malheureusement quand même au final des points. Après voilà, on sait qu'on a perdu beaucoup de points en première partie de saison, mais après c'est frustrant de te dire que quand on était juste avant le match contre Auxerre, on était à 3 points de Lille et je crois à 4 de Rennes. Avec ce calendrier qu'on avait, on pouvait espérer même passer devant ces équipes-là. Mais au final, on recule. C'est quand même frustrant. Après, voilà, moi, je suis quand même frustré, mais je préfère quand même me dire aussi qu'avec tout le retard qu'on a eu, on est quand même encore là, mathématiquement, même si là, 6 points. Bon, 6 points, c'est 2 matchs, mais ça peut se faire, mais ça va être compliqué. Je suis quand même d'avis de continuer vraiment à tout donner en Conference League pour ma part. Donc voilà, c'est encore possible, ça va être compliqué. Là, on a quand même mis que 3 points en 3 matchs et face à des équipes qu'on aurait pu battre, donc c'est frustrant. Après, moi, par exemple, si on m'avait dit victoire contre Auxerre et Nantes et là match nul contre Lorient, j'aurais trouvé ça normal. Là, le match nul contre Lorient ne me paraît pas en soi être un mauvais résultat. C'est une équipe qui fait un très bon championnat, qui a égalité de points avec nous. Donc bien sûr, j'aurais voulu gagner, mais ça me choque moins de faire match nul contre Lorient que les 2 derniers matchs. Donc voilà, c'est à la fois frustrant, mais à la fois il faut aussi comprendre que voilà, c'est une équipe qui reste sur 13 matchs sans défaite, c'est quand même très bien en vue de ce qu'on avait avant. Donc je veux pas non plus être trop dur, surtout que vraiment cet après-midi, ils ont tout fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il nous manquait un peu de réalisme, un peu de finesse, un petit peu de précision, mais voilà, je suis un peu frustré, mais je veux pas non plus être dur avec les joueurs et le club et le staff qui font quand même un très très bon travail depuis quelques mois. Écoutez, on va essayer de se réconforter avec ça, de se dire qu'on a quand même encore des belles journées, des belles semaines à vivre d'ici la fin de la saison, sur le plan européen, forcément avec ce quart de finale à Bâle qui arrive très, très bientôt, et puis en championnat, 10 matchs, il faudra faire un maximum de points pour espérer rattraper notre retard sur 2 équipes, voilà, un Rennes qui va gagner au Parc, Lille qui va gagner en toute fin de rencontre à Toulouse, qui elles ne perdent pas les points nécessaires pour se maintenir dans la course à l'Europe. Donc écoutez, on va pas se
se désoler, même si bon, ça fait mal après un match où, certes, l'OGC Nice n'a pas été parfait. Mais bon, normalement, avec un arbitrage équitable et compétent, l'OGC Nice aurait pu s'en sortir avec les 3 points. Et à ce moment-là, on aurait tenu peut-être un tout autre discours. Mais bon, rapidement, l'OGC Nice reviendra. La trêve internationale d'abord avec nos 2 internationaux français, ça c'est exceptionnel, Kefren Turam et Jean-Claire Todibo qui ont été appelés par Didier Deschamps envers et contre tout. On espère les voir quand même avoir quelques minutes de jeu et puis gratter cette première sélection qui comptera pour de vrai. On fera le bilan à notre retour quand l'OGC Nice reviendra en championnat au mois d'avril et puis après quand les semaines vont s'enchaîner, championnat, Europe et tout ça, pour vivre beaucoup d'émotions encore. Jérémy, merci d'avoir été là, comme à ton habitude. On a bien senti que tu as été remonté par le dossier de l'arbitrage qui maintenant est ton fil rouge depuis quelques semaines. Mais bon, tu avais raison, hein, naturellement. Et puis Matt, bravo pour cette première. Tu as été davantage Mathieu Bonnemer que Matt Moussilou. Et c'est une très très bonne nouvelle pour nous. J'apprécie. Et pour nos auditeurs. Tu reviens quand tu veux, naturellement, quand tu es disponible. Bah avec plaisir, c'est super agréable les gars. Messieurs, merci beaucoup. Vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur la chaîne YouTube de Sports Content, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon, ainsi de suite. D'ici la prochaine, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.